Toute l'actualité politique et parlementaire, c'est le journal de 19 h de Public Sénat. Bonsoir à tous. Voici les titres de ce jeudi. Les premiers pas du pape François qui conserve la simplicité qui le caractérise et dit vouloir contribuer au progrès des relations entre juifs et catholiques. Vu comme le pape des déshérités, le premier pape venu du continent sud-américain est-il de gauche? Eh bien, nous poserons la question ce soir à nos invités, notamment l'évêque d'Angoulême, Claude Dagen, qui est avec nous ce soir, membre de l'Académie française. Avec lui tout à l'heure, plusieurs membres du Sénat, Jean-Pierre Michel, Leïla Aïchi et Marie-Annick Duchesne. Le pape qui, par ailleurs, se voit reprocher son attitude durant la dictature dans son pays, en Argentine. François Hollande presse l'Europe de lever l'embargo sur la livraison d'armes aux opposants syriens. Unité de vue complète pour une fois entre Paris et Londres. Le nouveau scrutin départemental ne passe toujours pas au Sénat qui rejette le cœur de la réforme, la création d'un binôme homme-femme dans chaque canton. Première messe présidée par le pape François à la chapelle Sixtine avec les 114 cardinaux. Premier office célébré par l'Argentin Jorge Bergoglio depuis son élection hier soir. À l'issue de 5 scrutins, sans suivre le Christ, eh bien l'Église ne serait qu'une ONG compatissante, a déclaré le nouveau pape. Conservateur sur le plan des mœurs, de la morale, le pape est présenté comme un progressiste en matière sociale. Comme ses prédécesseurs, il lui est arrivé de fustiger le libéralisme, le voyant d'ailleurs s'effondrer un jour sous le poids de ses contradictions. Alors, un pape de gauche? L'enquête de Cécile Sixou. Le symbole est fort. En choisissant un jésuite au Vatican, les catholiques ont voulu renouer avec les valeurs d'une église des pauvres. Mais visiblement, si le pape François a bien reçu leur formation intellectuelle, jamais il ne s'est engagé, comme beaucoup d'entre eux, dans ce qu'on appelle la théologie de la libération, un mouvement de gauche. C'est un pape qui a fait le choix d'un engagement auprès des pauvres, puisqu'il a vendu son palais épiscopal, qui vit très simplement, qui va dans des bidonvilles, mais il ne veut pas le faire dans le cadre de la théologie de la libération, puisque la théologie de la libération est un mouvement qui s'est développé dans les années 70 en Amérique du Sud, qui partait d'une analyse marxiste de lutte des classes et parfois de lutte armée. Et donc il a dit non, il ne faut pas rentrer dans un combat politique, l'Église doit rester en dehors de ces combats politiques. Hors des combats politiques donc, même pendant la dictature en Argentine, mais sa pauvreté affichée, ses critiques de la corruption et du libéralisme font de lui un homme aux idées ambiguës. Le nouveau pape, il est à la fois très conservateur sur les questions morales, n'est-ce pas, sur les questions de mœurs, sur l'avortement, sur l'euthanasie, sur le mariage homosexuel. Là-dessus, il ne se distingue pas de Benoît XVI, il est même en quelque sorte plus conservateur que Benoît XVI, comme beaucoup de gens venus du Sud, dans l'Église catholique, et en même temps sur des questions sociétales, sur la question de la condition du travail, de l'égalité, de la justice, de la finance, sur la question de la condition de la femme, etc. Il peut se montrer effectivement très progressiste. En élisant un pape proche des pauvres, le Vatican envoie un signal fort. Il souhaite purifier son image, salie dernièrement par les affaires. Voilà, et on reprend toutes ces questions dans un instant avec nos invités. Il y a quelques instants, le sommet européen s'est ouvert à Bruxelles. Il porte sur la croissance et l'effort de rigueur pour assainir les finances publiques dans les pays de l'Union européenne. Mais va-t-on assister une fois de plus à la confrontation de deux lignes, le camp de l'austérité mené par Angela Merkel et celui d'un relâchement du carcan budgétaire emmené par François Hollande? Élément de réponse avec Sandra Cerquera. Quartier européen de Bruxelles, quelques milliers de manifestants venus dire non à l'austérité. Au cœur du cortège, les syndicats. Quand on adopte un pacte budgétaire européen qui est dans une logique restrictive, quand on adopte un budget européen qui est dans une logique restrictive, je crains fort que la croissance et l'emploi tel qu'ils l'envisagent, c'est plus de la communication qu'autre chose. Ce que nous exigeons des décideurs européens, c'est de mettre fin, de mettre un terme aux politiques d'austérité et de mettre en route des politiques de relance. À quelques centaines de mètres se réunissent les dirigeants des 27. Et c'est tout l'enjeu de ce nouveau sommet. Austérité ou croissance, que faire face à la récession qui sévit en Europe? Pour la première fois depuis longtemps, ce sommet ne se fait pas sous la pression de la crise financière. La discussion aura donc une dimension plus politique, avec en toile de fond le rejet du Parlement européen du projet de budget pour 2014-2020, en baisse pour la première fois de son histoire. Le Parlement entend peser et tout est donc à refaire pour trouver un compromis d'ici à juillet. L'enjeu est bien de définir quelle politique de relance adopter pour plus de croissance,
alors que les chiffres du chômage sont désastreux. Avec d'un côté toujours le camp de la rigueur mené par l'Allemagne et Angela Merkel, et de l'autre celui de la croissance avec la France et François Hollande. Et la France est à la peine, sa demande de délai pour ramener le déficit public à 3% du PIB devrait attirer les critiques de ses voisins. La Syrie n'est pas au menu de ce sommet européen qui s'est ouvert donc il y a quelques instants, mais François Hollande, qu'on vient de voir à l'image, a dit à son arrivée à Bruxelles son souhait que l'Europe lève l'embargo sur les armes aux rebelles en Syrie. Une position partagée par la Grande-Bretagne. Julie Hulin. Il y a 2 ans débutaient les révoltes populaires en Syrie. 2 années d'un conflit qui aurait fait, selon l'ONU, plus de 70 000 morts. Si l'Union européenne a pris plusieurs fois des sanctions contre le régime de Bachar el-Assad, les 27 ont décidé fin février de prolonger pour 3 mois l'embargo sur les armes. La France a décidé de ne pas attendre pour prendre position. La position que nous prenons, et qui est aussi d'ailleurs celle des Britanniques, c'est de demander aux Européens maintenant de lever l'embargo pour que les résistants aient la possibilité de se défendre. On ne peut pas accepter qu'il y ait ce déséquilibre actuel avec d'un côté l'Iran et la Russie qui livrent des armes à Bachar et de l'autre les résistants qui ne peuvent pas se défendre. Une annonce confirmée par François Hollande cet après-midi à Bruxelles. Des Français et des Anglais prêts à soutenir la rébellion, un sujet qui divise les partenaires européens. L'Allemagne notamment a mis en garde contre le risque d'une militarisation accrue du conflit qui pourrait rendre la situation encore plus instable. L'opposition syrienne a salué immédiatement la position de Paris et Londres pendant que les Russes et l'agence officielle syrienne évoquent une violation du droit international. À Bruxelles, l'Union européenne a assuré cet après-midi qu'il était possible de discuter sans délai de l'opportunité de lever l'embargo. À défaut d'unanimité pour lever cette mesure, Paris et Londres pourraient prendre la décision de livrer des armes à titre national. La réforme des retraites qui se dessine en France est observée de près à Bruxelles. Est-ce un signe avant-coureur des efforts à venir? Patronat et syndicats sont donc tombés d'accord hier soir pour que les pensions de retraite complémentaires, pour l'instant, progressent moins vite que l'inflation. Flora Sauvage. Jusqu'ici, ce sont les actifs qui ont fait le plus d'efforts. Cette fois, ce seront les retraités eux-mêmes qui vont mettre la main au porte-monnaie pour sauver les retraites complémentaires. Pendant 3 ans et à partir du 1er avril, les 11 millions de retraités du secteur privé vont voir leur retraite complémentaire revalorisée d'1 point de moins que l'inflation. Une économie de 2 milliards d'euros pour la CGT qui a d'ores et déjà précisé qu'elle ne signerait pas l'accord obtenu hier entre le patronat et les syndicats. Cela va conduire à une baisse du pouvoir d'achat des retraités. 5 millions de retraités sont au minimum contributif, 621 € par mois. C'est 46% des retraités qui arrivent en retraite. Donc je crois qu'il faut arrêter de prendre des mesures qui finalement va coûter très cher à la population retraitée, mais va coûter cher aussi à l'économie française. Car moins de pouvoir d'achat pour les retraités, je rappelle qu'ils sont 14 millions, c'est moins de consommation, c'est moins de croissance et c'est moins d'emplois. Le protocole d'accord entérine aussi une hausse des cotisations pour les salariés et le patronat. Pas suffisant, rétorque la CFE-CGC, le principal syndicat de cadres, même s'il reconnaît l'urgence de la situation. Il y a une urgence qui est liée à l'augmentation de l'espérance de vie, bien sûr, mais qui a été accélérée en calendrier par la crise économique. Cet accord pourrait s'avérer décisif pour l'ensemble des retraités visés par la réforme du régime général des retraites en discussion prochainement. Malgré les dénégations du gouvernement, des efforts supplémentaires pourraient être demandés aux retraités du régime général. Le gouvernement pourrait aussi être tenté de cibler les actifs avec l'allongement de la durée de cotisation. Premier ministre Jean-Marc Ayrault, le recours aux ordonnances ne peut être qu'exceptionnel, mais ce choix de François Hollande répond au besoin d'aller plus vite face aux certains blocages de la société française, face à certaines urgences pour l'emploi également, comme le chef de l'État l'avait dit lors de son discours de Dijon. Souci d'efficacité et de rapidité partagé par le président du Sénat, Jean-Pierre Bel, propose en effet une réunion commune des bureaux des 2 assemblées pour aborder le temps considérable, dit-il, que prend l'examen de certains textes. Au Sénat, le binôme homme-femme pour les élections cantonales a été rejeté une seconde fois. Ce mode de scrutin inédit ne passe décidément pas auprès de la droite, du centre, mais aussi des communistes, des écologistes et des radicaux de gauche, pour des raisons toutes différentes. Jérôme Rabier. Pour l'adoption 137 contre 185, le Sénat n'a pas adopté l'article 2. Aux grandes dames du gouvernement et de Manuel Valls, le Sénat a de nouveau rejeté l'article créant le binôme homme-femme pour les élections cantonales. Après un premier rejet en janvier, la deuxième lecture n'a pas permis d'obtenir la majorité.
communistes, Verts, centristes et UMP, laissant seul le PS soutenir cette proposition. Il y avait l'occasion d'un rendez-vous. Et ce rendez-vous, il va être manqué une nouvelle fois. Mais comme l'Assemblée nationale aura de toute façon le dernier mot et autorisera la création du binôme, les sénateurs ont préféré ne pas rejeter d'emblée l'article, mais en discuter, permettant la suite de l'examen du texte. Le Sénat doit continuer à peser sur cette question. Il y a un désaccord, mais sur toutes les autres questions de la loi, il y a des apports. Et ce serait dommage que tous ces débats, qui sont très riches, que nous avons depuis de nombreuses heures, eh bien, arrivent en CMP et puissent compter dans la loi finale. Car le texte aborde d'autres aspects électoraux, notamment le nombre d'habitants à partir duquel l'élection municipale se fait à la proportionnelle. Pour peser sur le texte final, le Sénat a préféré poursuivre la discussion et pourquoi pas ensuite voter le texte sans le binôme paritaire. Ce mode de scrutin était un des points les plus négatifs de ce texte. Le fait qu'il ait été rejeté peut conduire, on le verra ce soir ou demain, peut conduire à ce que finalement le texte dans sa globalité ne soit pas rejeté. En agissant ainsi, les sénateurs pourront négocier à minima avec l'Assemblée nationale lors de la commission mixte paritaire qui rédigera une version commune de cette loi électorale. Et sur publicsénat.fr, vous trouverez une enquête sur le redécoupage des cantons. Qu'en est-il du tripatouillage dénoncé par la droite? Manuel Valls parle, lui, d'un redécoupage propre. Le pape maintenant, J+1, donc après son élection, les espoirs et les questions soulevées par l'arrivée d'un latino sur le trône de Saint-Pierre. Il a donc présidé tout à l'heure, vous avez vu les images, sa première messe devant les 114 cardinaux réunis à la chapelle Sixtine. Avec nous donc pour débattre de ce nouveau pape et s'interroger sur ses intentions et ses motivations, parfois politiques, avec, dit-on, le pape qui représente les déshérités de la planète. Avec nous, donc, je vous l'ai présenté tout à l'heure, Monseigneur Dagen, merci d'être avec nous, évêque d'Angoulême et membre de l'Académie française. À vos côtés, Marie-Annick Duchesne, bonsoir, vous êtes sénatrice UMP des Yvelines. Avec nous également Leïla Aïchi, sénatrice verte de Paris. Je précise que toutes deux, vous êtes membres du groupe France Saint-Siège, c'est cela. Avec nous également le sénateur Jean-Pierre Michel de la Haute-Saône. Merci d'être là. Alors, j'ai vu qu'un espoir immense vous animait depuis hier soir, Monseigneur Dagen. Pourquoi? Parce que j'espérais beaucoup, mais je n'espérais pas autant. Et que j'ai été bouleversé devant l'apparition de cet homme que je connais un peu, parce que je n'aurais jamais pensé que ces cardinaux, nommé par Jean-Paul II et par Benoît XVI, et l'audace de désigner cet homme franciscain, et jésuite, mais qui choisit le nom de François, à cause de François d'Assise, et qui est un homme exceptionnellement libre par rapport à tous les groupes de pression qui, ces dernières années, se sont multipliés dans l'Église catholique. Quel groupe de pression? Oh, des groupes de pression liés à des communautés comme on peut les nommer, le néocatéchuménal, Opus Dei, Communion et Libération en Italie, avec toutes les interférences financières et politiques et financières de ces groupes de pression. Or, il est clair, et les cardinaux qui l'ont élu le savaient, que cet homme-là, Georges Maria Bergoglio, est tout à fait étranger à toutes ces pressions, à tous ces groupes de pression, et que s'il a choisi le nom, j'ai été bouleversé par le choix du nom. François, et puis il faut dire François Ier, même s'il est le grand-père. Il faut attendre qu'il y ait un successeur, paraît-il. Non. Il a choisi d'être le premier d'une série. Personne avant lui n'avait choisi le nom de François depuis la mort de François en 1206, au XIIIe siècle. Il a l'audace de se relier à cet homme libre qui a choisi de suivre le Christ et l'Évangile dans la pauvreté. Monseigneur Dagen qui dément le porte-parole du Vatican. Quand même, vous êtes très enthousiaste, vous êtes très... C'est très beau à voir chez vous, Monseigneur Dagen, mais quand même, vous dites qu'il est en dehors de tout lobby. Quand on regarde quand même, on s'aperçoit qu'il est quand même respectueux du dogme. Nous verrons. Nous verrons, écoutez, il n'a pas écrit grand-chose. Sur le libéralisme, parce qu'on va poser la question de manière un peu provocante entre nous, est-ce qu'il est de gauche, ce nouveau pape? Sur le libéralisme, il a dit des choses qu'ont dit ses deux prédécesseurs. Écoutez, ces catégories sont faciles. Progressistes, conservateurs, et Pie XI, et Pie XII. Je connais bien l'histoire de Pie XI, le nazisme. Il était conservateur, il était progressiste. Je n'ose pas vous poser la question, mais il était lui-même.
Il était un homme de liberté et de courage. Or, je suis sûr que Georges Maria Bergoglio, François Ier, premier d'une série, qui se réclame du pauvre d'Assise, un homme de joie, un homme qui a été heureux de vivre l'évangile du Christ jusqu'au bout, avec les stigmates sur l'Alverne. Je suis allé souvent à Assise et je continuerai à y aller. Cet homme a fait le choix d'être, pour les temps actuels, un signe de la liberté chrétienne. Très bien, alors, rapide tour de table maintenant. J'aimerais savoir si les élus qui sont sur ce plateau partagent votre enthousiasme. Madame Leïla Ishi. Écoutez, moi quand j'ai vu la nouvelle élection de ce nouveau pape, c'est sûr qu'aujourd'hui nous vivons un temps exceptionnel puisqu'il y a eu un pape qui a démissionné, un pape nouvellement désigné qui vient de l'hémisphère sud, ça mérite d'être souligné. Alors est-ce qu'il est de gauche? L'avenir nous le dira. En tout cas peut-être que son passé on peut penser qu'il effectivement tend vers des idées que communément on attribuerait effectivement à la gauche, proche des démunis. Attention, je suis rattachée administrativement UMP. Voilà. Alors, pour moi, en tous les cas, ce pape, c'était une heureuse surprise. Pour moi aussi. Dans ce sens que... mais j'étais doublement surprise par l'âge, parce qu'il avait 76 ans. Il a. C'est beaucoup. Mais oui, il va peut-être... Non, je pense que nous allons Benoît de XVI, qui a plus en démissionné, a plus... dit qu'il fallait vraiment un pape plein de vigueur. Hein. Oui, et bien il est peut-être plein de vigueur. On lui souhaite. Voilà. Mais je pense que nous allons faire des petites durées de pontificat et que la société évolue tellement vite. Vous envisagez déjà sa démission un jour ou... Non, pas encore. Non, parce que là, j'ai beaucoup d'espoir pour le moment. Donc, si je commence à désespérer, c'est Vous êtes sensible à ce débat, de savoir un petit peu s'il est progressiste, plus que je pense ça que n'a été le cas surtout jusqu'à présent. d'être proche des pauvres et de vouloir l'évangélisation, vivre l'évangile au quotidien, ça me plaît énormément. D'accord. Jean-Pierre Michel, mais on a envie de vous entendre maintenant. Moi, je regarde ça comme un parlementaire. Bon, j'ai regardé la télévision hier soir, et j'ai été, je dirais, heureusement surpris. D'abord, heureusement surpris par le fait que les cardinaux, je ne veux pas les qualifier, vous l'avez fait, élisent un pape d'un pays émergent, dans des pays qui sont en pointe sur l'égalité, sur le développement, aussi sur les mœurs, même si lui, pour l'instant... Oui, mais les pays... Lui est en fort décalage avec les pays latinos et notamment avec l'Argentine. Il peut évoluer, Ensuite, j'ai vu arriver sur le balcon un homme qui n'était pas, j'allais dire, affublé des oripeaux qu'avaient portés les prédécesseurs, tout en blanc, simple, qui a commencé par quelques mots d'humour, finalement, dans une période... Voilà, dans un moment aussi quand même solennel. Bon. Et qui m'a fait penser à un pape que j'avais vu 2 fois, à Jean XXIII. J'ai trouvé que c'était un peu quelqu'un qui venait un peu du terroir, je ne sais pas, et qui était... Voilà. Alors après, moi je ne veux pas me prononcer sur ce qu'il va faire. Mais Jean-Luc Mélenchon est beaucoup plus sévère que vous, parce qu'il dit justement que ce nouveau pape n'est pas une bonne nouvelle pour les progressistes du continent d'où il vient. Je crois qu'on ne peut pas qualifier un pape... Mais pour les révolutions citoyennes qui sont en cours en Amérique latine. L'habit peut faire le moine. Ah, l'habit peut faire le moine. Et en plus, alors là, j'ai qu'un bémol, que peut-être vous allez me rassurer. C'est un jésuite. Bon, c'est la première fois que l'Église élit un jésuite à sa tête. Alors les jésuites, ils sont quand même très hiérarchisés. Donc si j'étais provocateur, je ne le suis pas, contrairement à ce que disent certains, je dirais qui va être pape? François ou le général des jésuites? Alors si c'était le général de Jésus, ça serait une très bonne nouvelle, parce que je le connais. Alors pour le coup, c'est un homme de progrès, qui vient du Japon, tout en étant espagnol, je le connais, je l'ai rencontré bien des fois. Le général de Jésus, le père Nicolas, a formulé des critiques extrêmement graves contre la curie. Et ça fait partie du courrier qui a été divulgué du Vatican. Mais je reviens, monsieur Michel, j'ai beaucoup apprécié votre première remarque parce que je la partage. Le pape de ma jeunesse, c'est Jean XXIII. Il était nonce à Paris. Mon prédécesseur à l'Académie française m'a dit, prenez Raymond, je ne l'avais pas compris. Je l'avais pris pour un prélat débonnaire et il fut un prophète qui
Alors, il a raconté lui-même, quand il était du pape, il a été ébloui par les Lumières, et il a dit, mon petit, en 23, il se dit à lui-même, il s'appelait Angelo, mon petit Angelo, si tu ne penses pas que Jésus était doux et humble de cœur, tu ne comprendras rien. Et il s'est mis à aller visiter des malades dans les hôpitaux, des prisonniers dans les prisons, et 3 mois après son élection, fin janvier 59, a annoncé un concile écuménique. Et alors on raconte d'ailleurs à l'émerveillement des cardinaux qui l'écoutaient, c'est pas du tout vrai, les cardinaux étaient absolument navrés, ils ne savaient pas ce qui allait se passer. Et Jean XXIII, de son pas de paysan, je suis allé dans la ferme de sa naissance, à Soto in Monte, près de Milan, près de Bergame surtout, cet homme, de son pas de paysan, a avancé en faisant confiance à l'Esprit de Dieu. J'étais à Rome au mois d'octobre pour participer au synode, c'est-à-dire au rassemblement de 260 évêques et cardinaux du monde entier. J'ai travaillé avec tous ces évêques et cardinaux pendant 1 mois. Nous avons commencé par des discours extrêmement pessimistes et nous avons terminé par un discours extraordinairement confiant, inspiré par les Italiens d'ailleurs. Alors je dirais, tout est possible. Espérons qu'il s'entourera de théologiens plus avancés que les 2 prédécesseurs. Jean-Pierre Michel a envie d'être rassuré. Voilà, espérons. Et deuxièmement, je souhaite qu'il nettoie les caves du Vatican. Pour ne pas dire les écuries d'Augias. Je vous approuve tout à fait. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure qu'il était un homme libre. Alors, voyez, un homme libre. Une question se pose. Il va pouvoir purifier l'atmosphère. Une question se pose, d'ailleurs, vous la soulevez, Monseigneur d'Agen. Est-ce que la théologie de la libération, ces idées progressistes qui sont nées sur le continent sud-américain, vont à nouveau avoir droit de citer au Vatican? Ce n'est pas la tasse de thé, on sait, du pape François. Attendez, je vais vous donner quelques informations si vous voulez. La théologie de la libération, c'est il y a une vingtaine d'années. C'est une idéologie à travers laquelle, comme toute idéologie, c'est-à-dire qui explique tout, et qui explique tout à travers des catégories, surtout marxistes. Je connais certains de ces théologiens. J'étais au Brésil. J'ai participé à des débats avec certains de ces théologiens. Simplement, je vois dans les rumeurs qui courent, que José Maria Bergoglio aurait été l'adversaire de la théologie de la libération. C'est faux. Il a recommandé à ses amis jésuites, c'est faux, excusez-moi, j'ai des amis à l'Argentine et au Brésil, il a recommandé à ses amis de ne pas faire de la résistance violente aux grands propriétaires, mais de la résistance spirituelle. Et ça a autant d'effets que de la résistance violente avec des bombes. D'accord, très bien. Voilà, c'est pour cette précision. Alors, il y a une autre résistance, ou un manque de résistance qu'on lui reproche aujourd'hui, c'est à la dictature militaire. Alors, j'aimerais entendre les dames, parce qu'on ne les a pas beaucoup entendues. Vous avez vu cet élément de sa biographie, Madame Aichi. Exact. Enfin, ça, c'est un élément qu'on a pu observer, mais c'est un sujet qu'on peut relayer à l'envi sur le Vatican, sur d'autres périodes de l'histoire, et que peut-être on doit aussi regarder vers l'avenir. Moi, ce qui m'intéresse en tant que parlementaire, pour le coup, je ne pense pas que j'ai une quelconque légitimité à imaginer ce que ce nouveau pape va entraîner de nouveau. Est-ce qu'il va aller vers en suivant la logique de ce qui se passe justement sur le continent sud-américain, vers l'ouverture? En revanche, ce qui m'inspire aujourd'hui le Vatican, c'est que justement, compte tenu des rapports avec les nouveaux pays émergents et de cette nouvelle force, que peut-être l'ONU devrait s'inspirer et s'ouvrir. Est-ce qu'il n'est pas temps justement que nous repensions aussi à une nouvelle politique mondiale? Je partage moi aussi ce besoin d'ouverture que nous avons tous, je crois. Alors, mais aussi, est-ce que je continue là? Oui, parce que allez-y. Voilà. C'est que les hommes monopolisent la parole. Vous avez vu? Non, enfin. Oui, hommes d'église et grave, nous sommes tous. On a l'habitude. Nous sommes tous les trois. Voilà. Il y a une solidarité entre nous deux manifeste. C'est que je pense aussi que le pape, le gouvernement, si j'ose dire, du Vatican, pour le moment, nous voyons toujours le pape, mais qu'y a-t-il autour, alors que chez nous, un gouvernement, il y a le Premier ministre, il y a le Parlement. Alors, je pense que le Parlement... C'est vrai que le choix sera éclairant. Mais voilà, il me semble que tous ceux qui vont l'entourer, mais officiellement,
moi, je souhaiterais que ça se fasse dans la transparence. Voilà. Mais quand même, ce qu'il faut dire, moi je me pose comme député, c'est que comme sénateur, pardon, c'est que le choix de son nom est quand même une rupture complète. Quand on regarde la généalogie, on voit que les prénoms sont revenus plusieurs fois, jusqu'à 15, qu'il y en a d'ailleurs pas, il n'y en a pas des masses d'ailleurs, entre les Paul, les Jean-Paul, les Pierre, et puis les Paul, et puis les Pi, et puis les Benoît, et puis les Calixte, etc. Voilà. Et première fois, on choisit quelqu'un qui dans l'Église est considéré quand même comme quelqu'un d'en marge totale avec son époque. Voilà. Et donc ça me paraît intéressant. Vous avez hâte après, de rencontrer à nouveau J'adhère tout à fait à ce que vous venez de dire sur le fait que son apparition et le nom qu'il se donne sont le signe d'une volonté conforme à celle de François, c'est-à-dire de vivre l'Évangile et de donner à l'Évangile la première importance par rapport à toutes sortes de compromissions politiques, marchande, nous sommes au XIIIe siècle, et financière. Alors il s'appelle François, on a dit que ce serait un pape normal. Vous confirmez, monseigneur d'Agen? Comme tous les François. Il suffit de le voir. Il suffit de le... Je réponds à votre question. Je l'ai vu hier soir, à côté du cardinal Torrent, que je connais bien. Il est évident que quand il apparaissait pour la première fois, il était dépassé. Vous avez hâte de le voir, hein? Je l'ai déjà rencontré bien des fois. À nouveau? Bien sûr, je serais très heureux de le revoir et de parler avec lui de la mission de l'Église dans le monde. Merci à tous les quatre d'avoir participé à ces échanges autour de cette élection survenue très vite hier soir. Donc on parle d'un tout autre sujet maintenant avec la commission d'enquête sur le dopage qui a commencé ses auditions aujourd'hui au Sénat. Et oui, Jean-Pierre Michel, il n'y a pas que la commission qui auditionne sur le mariage gay. Hein, et on parle aussi des dommages. C'est terminé cette fois. Et aujourd'hui, David Douillet, donc vraiment rien à voir avec le mariage gay, a été entendu aujourd'hui. Reportage de Fabrice Cunet. À l'image de David Douillet, la lutte contre le dopage est toujours la priorité des ministres des Sports. Chacun met en place ses outils. Pour l'ancien judoka, c'était le passeport biométrique. Mais dans cette course contre le dopage, les bonnes intentions ne suffisent plus. Évidemment, ministre tout seul, vous ne pouvez rien. Bien sûr, le mouvement sportif, le milieu sportif, les fédérations, le comité national olympique, le comité international olympique doit prendre ses responsabilités, leurs responsabilités, ainsi que ceux qui organisent les compétitions. Tout le monde joue le jeu, selon vous? Il faut que tout le monde... Non, j'ai pas dit que tout le monde jouait le jeu. Il faut que tout le monde joue le jeu pour gagner la partie. Et ce serait loin d'être le cas. C'est du moins le constat que fait le docteur Jean-Pierre de Mondenard. Pour une raison simple, difficile d'être juge et parti. La lutte antidopage est entre les mains de l'entreprise du spectacle. Donc c'est pas possible. Il faut que la lutte antidopage sorte des fédérations. Tant qu'elles sont dans le monde du sport, il n'y aura pas de réussite. C'est tout l'enjeu de la commission d'enquête sénatoriale qui débute ses travaux ce matin. Faire évoluer l'arsenal et les structures de lutte contre le dopage. C'est la volonté de ces sénateurs de contribuer à faire avancer le délicat problème du dopage dans le sport. Et nous utiliserons la totalité des moyens mis à notre disposition pour parvenir à des propositions claires, nettes et précises. La commission d'enquête a 6 mois pour rendre son rapport. Des lois devraient ensuite s'appuyer sur ses recommandations, avec l'ambition de ne pas laisser d'échappatoire aux tricheurs. Voilà, c'est la fin de cette édition. À 22h, Sonia Mabrouk pour le prochain journal sur Public Sénat, à suivre sur la chaîne parlementaire Assemblée nationale. Génération politique, bonsoir. Il y a 2 ans, moi je suis venue, j'ai fait la traversée du Mont-Saint-Michel, je me suis régalée, je suis venue avec ma voiture et tout, là, celle-là, j'ai pu me garer, j'ai pu faire tout ça. Là vraiment, c'est la cata. Alors, pour ou contre les travaux du Mont-Saint-Michel? Des touristes aux commerçants en passant par les riverains, les avis sont très partagés. Les gens pensent que on va sauver le Mont-Saint-Michel, mais on le sauve de quoi? Attention, grands travaux, le Mont-Saint-Michel, ce soir à 22h30 sur Public Sénat. Comment va la Chine? Elle change de président, de Premier ministre, de gouvernement, mais les Chinois eux-mêmes, comment vont-ils? Cette semaine, sur Public Sénat, on vous raconte donc l'histoire de mesdemoiselles Wang, Lei et Tong. Quand vous aurez vu ce film, vous ne regarderez plus les Chinoises de la même façon.
Le débat présenté par Benoît Duquesne, dimanche à 10h sur Public Sénat.